Pendant plusieurs années, au début des années 1990, les services de renseignement américains ont maintenu des liens étroits avec un Haïtien du nom d'Emmanuel Toto Constant, le fondateur d'un groupe paramilitaire sauvage, qui a été tenu pour responsable d'une vague prolongée de meurtres et d'autres atrocités. Ce serait tellement simple. Une démission patriotique de la part du président Aristide, du général Cédras, je crois, aurait cessé tout problème. Je crois que ce serait, pour 6 millions d'habitants, ce serait quand même un miracle. Après la fin de son règne de fureur, Toto Constant arpentait les rues du Queens comme un homme libre. Comment en est-il venu à trouver refuge aux États-Unis? Qui a retardé son expulsion? C'est cette histoire que nous allons vous raconter dans cette série documentaire. Personne ne se souvient qu'il a vu pour la première fois dans le quartier. Mais un jour de l'été dernier, Émile Macéus était presque certain qu'Emmanuel Toto Constant, l'homme que tout le monde appelait le diable, se tenait sur son perron. L'homme mesurait 1,90 m, peut-être plus. Il portait un manteau et une cravate, et ses cheveux, un afro étroitement bouclé, étaient soigneusement peignés. Il était venu, dit-il, pour montrer à un client la maison de Macéus, un 3 chambres à Queens Village. À New York, il était agent immobilier, et avait vu le panneau rose à vendre sur la pelouse. Macéus le fixa. Le visage de l'homme était plus potelé que Macéus se souvenait en Haïti, sous le régime militaire du début des années 1990. À l'époque, il était mince et fantomatique, apparaissant parfois avec un Uzi ou avec un Magnum 357, caché sous sa chemise. Pour aider à garder le contrôle de la junte, il avait terrorisé la population avec son escouade paramilitaire. Un groupe légendaire de civils armés, qui avec l'armée haïtienne, aurait torturé, violé et assassiné des milliers de personnes. « Pouvons-nous regarder » demanda l'homme. Macéus ne savait pas quoi faire. Peut-être que ce n'était pas Constant. Il était plus grand que ce dont Macéus se souvenait, plus génial. Et avant que Macéus ne le sache, l'homme traversait sa maison. Passant la tête dans chaque pièce, regardant les planchers et les toilettes, prenant note de l'espace aérien dans la cuisine, et commentant en créole. Dans le salon, l'homme passa devant une affiche sur le mur de Jean-Bertrand Aristide, l'ancien et futur président haïtien, et l'ennemi juré des paramilitaires, mais ne lui accorda pas une seconde attention. Peut-être qu'il n'était qu'un agent immobilier après tout. Juste un autre immigrant haïtien, essayant de survivre à New York. Mais alors que l'agent immobilier partait, Macéus n'arrêtait pas de penser. Et s'il était Toto Emmanuel Constant? Macéus savait qu'en 1994, après le renversement du régime militaire par les États-Unis, Constant, un fugitif de la justice haïtienne, avait été autorisé, inexplicablement, à se glisser dans le pays. Macéus avait entendu dire qu'après que Constant eut finalement été arrêté et expulsé, il avait mystérieusement été libéré en 1996, en vertu d'un accord secret avec le gouvernement américain, en dépit du fait que le gouvernement haïtien avait officiellement demandé son extradition, et que les autorités américaines avaient trouvé des photos des victimes de son groupe, leurs corps mutilés, collés au mur de son QG de Port-au-Prince comme des trophées. Alors que l'homme ouvrait la porte d'entrée, la curiosité de Macéus le submergea. Il a demandé en créole « Quel est votre nom de famille ?» L'homme hésita. « Constant. » C'était Toto Constant. Pendant un instant, les deux Haïtiens restèrent là, à se dévisager. Puis Constant et son client ont filé en voiture. Macéus est entré et a trouvé sa femme. Elle tremblait et cria « Comment as-tu pu amener ce démon dans ma maison ?» La nouvelle de la rencontre s'est répandue dans la communauté haïtienne tentaculaire de la ville, de Flatbush à Laurelton, en passant par Cambria Heights et Brooklyn, comme elle l'aurait fait en Haïti par Téléjol, le bouche à oreille. Constant s'était aventuré plusieurs fois dans la communauté, depuis que le gouvernement américain l'avait libéré, mais jamais avec une telle audace, en vendant des maisons aux mêmes personnes qu'il avait chassées à l'exil. Lorsqu'il est arrivé dans le Queens, il semblait n'émerger que périodiquement. Il a été aperçu, a dit quelqu'un, dans une discothèque, vêtu de noir, dansant le jour du baron samedi, le dieu vaudou de la mort, qui garde les portes du cimetière dans son chapeau haut de forme, et ses queues de pie.
Il a été vu dans une boucherie et dans un blockbuster. La radio communautaire haïtienne et les journaux locaux ont rapporté les observations. La faucheuse d'Haïti faisant la fête à New York a annoncé un titre. Mais il a toujours réussi à disparaître avant que quiconque ne puisse le localiser. Enfin, en 1997, les rumeurs ont conduit à une rue tranquille de Laurelton, dans le Queens, près du cœur de la communauté haïtienne, où pendant des années les exilés avaient espéré se débarrasser du poids de leur histoire, une histoire de coups d'État et de contre-coups sans fin, et où Constant pouvait être vu assis, sur le porche de la maison en stuc blanc, qu'il partageait avec sa tante et sa mère. L'idée même de Toto Constant vivant libre à New York, le bastion de la diaspora haïtienne, est une insulte à tout le peuple haïtien, a déclaré Rico Dupuis, le directeur de Radio Soleil d'Haïti, à Flatbush, à ses auditeurs après l'arrivée de Toto Constant. Il ne fallut pas longtemps avant que les habitants ne drapent les arbres et les lampadaires de la rue avec des photos des victimes présumées de Constant, les mains et les pieds liés avec une corde blanche ou les membres coupés à la machette. Les voisins ont poussé l'une des photos les plus horribles, une photo d'un jeune garçon allongé dans une mare de sang, sous la porte de Constant. Mais quelques jours plus tard, Constant était de retour sur son porche. Les habitants sont venus et ont craché sur ses buissons, ils ont lapidé sa porte. Puis, l'été dernier, après l'apparition de Constant chez les Macéus, une foule en colère est apparue autour de sa maison, criant « meurtrier » et « assassin ». À un moment donné, alors qu'ils se rassemblaient, quelqu'un a repéré une silhouette sur la route, un allié bien connu de Constant, un espion, comme l'a crié une personne, et la foule a poursuivi. Quand il a disparu et qu'il n'y avait toujours pas de vue de Constant, la foule a marché vers le bureau immobilier, à 6 kilomètres de là, où elle a menacé de chasser le propriétaire haïtien de ses affaires, à moins qu'il ne licencie son nouvel employé. En novembre dernier, les Haïtiens avaient créé des cellules de surveillance, des réseaux qui traquaient les allées et venues de Constant. À peu près à cette époque, j'ai rencontré Ray Laforêt, l'une des personnes qui guettait Toto, et il a accepté de me montrer où le diable pouvait être trouvé. Il m'a dit de le rencontrer au Binet Air Palace, sur Linden Boulevard, à côté de l'agence immobilière devant laquelle Constant avait été vu en train de fumer, pendant sa pause déjeuner. Le salon de coiffure était au centre de Cambria Heights, en face d'un restaurant haïtien et à côté d'un épicier haïtien. C'était un petit espace exigu, avec une télé dans le coin. Les clients étaient assis dans de vieux sièges chromés, la tête inclinée vers l'arrière, tandis que des barbiers en blouse blanche se coupaient les cheveux. Pendant que j'attendais Laforêt, un des barbiers, un jeune homme avec une chaîne en or autour du cou, me regarda d'un air soupçonneux. J'ai expliqué que je faisais une histoire sur Toto Constant. Il a dit que Constant était un vampire, quelqu'un qui aspirait la vie des gens. Un barbier plus âgé, qui travaillait sur sa chaise de l'autre côté de la pièce, s'est dirigé vers un placard et en a sorti une pelle. Il était long, avec un manche en métal épais, et avec un peu de mise en scène, il le souleva en l'air comme un bâton. C'est ce qu'on fait aux gens du diable comme Toto, dit-il en le frappant contre le sol. Quelques minutes plus tard, Laforêt entra. C'était un grand homme, avec une barbe et des lunettes de soleil. Il emportait avec lui plusieurs affiches ou en tête de Constant, dont il déploya l'une, révélant une vieille photographie en noir et blanc du réputé chef d'escadron de la mort. Une moustache courbée autour des coins de sa bouche, et plusieurs dents tordues apparaissaient entre ses lèvres. En caractères gras, l'affiche disait recherché, Emmanuel Toto Constant pour crime contre le peuple haïtien. Alors que nous sortions, Laforêt m'a dit que Constant avait disparu depuis la manifestation. Il est de nouveau entré dans la clandestinité, a-t-il déclaré. Nous montâmes dans sa voiture et traversâmes le quartier, passâmes devant une série d'élégantes maisons Tudor, jusqu'à ce que nous arrivions à la maison où Constant avait été vu pour la dernière fois. « Pourquoi tu t'arrêtes ?» j'ai demandé. « Je suis engourdi, dit-il. Si je le voyais maintenant, je l'attacherais moi-même. » Il m'a dit que les hommes de Constant et d'autres paramilitaires avaient traîné un de ses amis, hors d'une église et l'avaient abattu en plein jour, et que plutôt son propre frère avait été torturé par l'armée haïtienne. Nous avons attendu plusieurs minutes, garés derrière un buisson. Bail qu'oublié, Potémac songé, a déclaré Laforêt. J'ai demandé, qu'est-ce que cela signifie? C'est un vieux proverbe créole, dit-il. Ceux qui donnent les coups oublient, mais ceux qui portent les cicatrices se souviennent.
Laissez Toto parler pour Toto. Je cherchais Constant, depuis que j'avais entendu dire qu'un homme accusé en Haïti de crimes contre l'humanité vivait parmi les personnes mêmes contre lesquelles les crimes auraient été commis. Contrairement à Caïn, chassé de sa communauté, Constant était devenu un exilé dans une communauté d'exilés, banni parmi ceux qui l'avaient banni. Bien qu'il ait fui la justice, il n'a pas pu échapper complètement à son passé. Il devait y faire face presque tous les jours, dans un regard d'un voisin ou une affiche dans la rue. Plus important encore, il était maintenant, pour la première fois, confronté à la perspective d'une véritable justice. L'automne dernier, le gouvernement haïtien l'a jugé par contumace pour le meurtre d'au moins 6 personnes dans la ville de Raboto en avril 1994. Des dizaines d'autres ont également été jugés. C'était un cas historique. La première tentative majeure du gouvernement haïtien, de poursuivre les Haïtiens pour les crimes brutaux commis par le régime militaire, et de tester son système judiciaire, qui avait été corrompu pendant si longtemps, qu'il était essentiellement inexistant. En conséquence, il y avait une pression croissante sur le gouvernement américain, du pays et de l'étranger, pour l'extrader. Constant, autrefois intoxiqué par l'attention de la presse, a donné de moins en moins d'interviews. Depuis la manifestation devant sa maison, il avait apparemment disparu. Lorsque j'ai joint son avocat, J.D. Larosilière, en octobre dernier, il m'a dit que les choses étaient à leur point le plus critique. Un Haïtien américain à la poitrine en tonneau qui parle une combinaison d'anglais formel et d'argot de la rue, et a un penchant pour les costumes finement taillés, Larosilière m'a dit qu'il était souvent appelé « la version haïtienne de Johnny Cochrane ». Niant qu'il y avait même eu un massacre à Raboto, il a dit que si Constant était renvoyé en Haïti, il ne bénéficierait jamais d'un procès équitable et serait probablement assassiné. En raison du désespoir de la situation, Larosilière a accepté de laisser Constant me parler longuement de sa situation actuelle, et des allégations portées contre lui. Tout ce que nous voulons, c'est faire connaître sa version de l'histoire, a déclaré Larosilière. Ainsi, un après-midi, plusieurs jours plus tard, je me dirigeais vers le bureau de Larosilière, à Newark, New Jersey. Quand je suis arrivé, Constant et Larosilière étaient en réunion à huis clos, et j'ai attendu dehors dans le hall. J'entendais le son du créole ponctué par des éclats occasionnels d'anglais. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit et un grand homme en costume croisé se précipita. Il m'a fallu un moment pour reconnaître Constant. Il paraissait au moins 30 livres de plus que sur les photos que j'avais vues de lui prises sous le régime militaire. Il avait toujours la même moustache, mais sur son visage plus lourd, elle n'avait plus l'air si menaçante. Il portait un col roulé sous sa veste, et à ma grande surprise, une boucle d'oreille en or à l'oreille gauche. « Salut, comment allez-vous » dit-il, parlant avec seulement un léger accent. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Il ressemblait à un Américain moyen. Nous nous sommes assis dans une petite salle de conférence bordée de livres. Il s'est penché en avant, puis en arrière, et j'ai sorti mon magnétophone et je l'ai posé sur la table. Finalement, il a dit, il est temps pour Toto de parler pour Toto. C'était la première de plus d'une douzaine d'interviews. Alors qu'il me racontait son histoire au cours des mois suivants, il parlait souvent pendant des heures. Il m'a remis ses volumineuses notes et papiers intimes, sa correspondance et ses journaux. Au cours de cette période, j'ai également interviewé ses victimes présumées, ainsi que des défenseurs des droits de l'homme, des observateurs des Nations Unies, des autorités haïtiennes, d'anciens et actuels responsables américains au sein de la Maison-Blanche, du département d'État, du service de l'immigration et de la naturalisation et de la communauté du renseignement, de nombreux qui n'avaient jamais parlé publiquement de Constant auparavant. J'ai également eu accès à des rapports de renseignement, dont certains avaient déjà été classifiés, et à des télégrammes du département d'État. Avec ces sources et d'autres, j'ai finalement pu reconstituer, non seulement l'histoire d'Emmanuel Toto Constant, mais aussi une grande partie de l'histoire de la façon dont le gouvernement des États-Unis l'a secrètement aidé, et plus tard protégé de la justice. Un paramilitaire vaudou. En octobre 1993, l'USS Harlan County, chargé de personnel militaire, a été envoyé vers la capitale d'Haïti, Port-au-Prince. Le président Bill Clinton avait dépêché le navire et son équipage, en tant que premier contingent majeur d'une mission internationale de maintien de la paix, pour rétablir au pouvoir le premier président démocratiquement élu d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide.
Aristide était un prêtre politique, un orateur nerveux, passionné et perspicace, qui avait accédé au pouvoir à la fin des années 1990, grâce à un mélange de socialisme et de théologie de la libération. Les opprimés d'Haïti, c'est-à-dire presque tout le monde, l'appelaient Titide et le vénéraient. L'élite militaire et économique l'a vilipendé comme un radical instable. Il a été renversé par un coup d'État, moins d'un an après son entrée en fonction, et s'est finalement enfui aux États-Unis. Depuis lors, les militaires, ainsi que des bandes itinérantes de paramilitaires, ont assassiné des dizaines de personnes. L'effusion de sang avait galvanisé la communauté internationale, et l'arrivée du navire a été saluée, comme un tournant dans les efforts visant à restaurer, à la fois un semblant de sécurité publique, et la démocratie sur l'île. Le 11 octobre, alors que le comté de Harlan approchait du port, un groupe de responsables de l'ONU et des États-Unis, dirigé par la chargée d'affaires, Vicki Hudleston, et accompagné d'un important corps de presse, est venu officiellement accueillir le navire et ses troupes. L'Assemblée attendit à l'entrée du port, pour qu'un garde ouvre la porte, mais rien ne se passa. Des images documentaires montrent Hudleston assise à l'arrière de sa voiture avec le chef de station de la CIA. S'adressant à un autre responsable de l'ambassade, elle dit dans son talkie-walkie, « Dites au capitaine du port que je suis ici pour lui parler. » « Entendu, madame. » Nous lui avons transmis cela à plusieurs reprises, et nous n'avançons nulle part. « Eh bien, dis-lui que je suis ici à la porte et que j'attends que les autorités l'ouvrent. » Il ne veut pas parler pour le moment. Il s'est enfui. Ouvre la porte. Nous avons des problèmes avec le personnel hostile. Nous pouvons avoir une situation sur les mains. En effet, à ce moment-là, une bande d'hommes armés, sous la direction de Toto Constant, chef paramilitaire de 36 ans alors peu connu, a pris d'assaut la région. Les hommes, qui avaient déjà bloqué le quai où le comté de Harlan était censé s'amarrer, ont encerclé la voiture de Hudleston, frappant sur le capot et criant en anglais « Tuez les Blancs, tuez les Blancs ». Il n'y en avait qu'une centaine en tout. Beaucoup d'entre eux, ventrus et en mauvaise forme, bien que certains portaient des fusils, beaucoup brandissaient des bâtons et des fourches. Mais la démonstration de force, quelques jours seulement après la mort de soldats américains en Somalie, s'est révélée terrifiante. Frappez! Frappez! Frappez-nous! 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 Constant a réalisé une performance avisée pour les caméras de presse. Ses troupes hétéroclites ont frappé sur des tambours en peau de mouton et ont crié « Somalie, Somalie » comme s'il s'agissait d'un cri de guerre. Ils ont bu et fait la fête toute la nuit, tournant les phares de leurs véhicules vers le large où le comté de Harlan attendait toujours. Finalement, le président Clinton a ordonné au navire de partir. Ce fut l'une des retraites les plus humiliantes de l'histoire navale américaine, et surprenante même pour ceux qui l'ont forcé. « Mon peuple a continué à vouloir s'enfuir », a déclaré Constant aux journalistes par la suite. « Mais j'ai pris le pari et les ai exhortés à rester. Puis les Américains se sont retirés. Nous avons été étonnés. » Ce jour-là, c'était la soirée de présentation de Constant, et de son Front pour l'avancement et le progrès d'Haïti, plus connu sous le nom de FRAPP, qui évoque en créole, le mot frapper. Constant a dit que le nom lui était venu dans un rêve. Organisé par Constant plusieurs mois plus tôt, le FRAPP était décrit par son chef comme une organisation politique de base, un événement mystérieux, qui sortirait des masses, et remplacerait les restes du mouvement populiste d'Aristide. La littérature du parti, que Constant composait sur une vieille machine à écrire et distribuait à la presse, expliquait que le FRAPP est un mouvement populaire d'unité, où tous les secteurs sociaux sont solidement imbriqués, pour apporter une harmonie parfaite au peuple haïtien. Mais le FRAPP était un parti politique d'un genre particulier. Bien qu'il offrait gratuitement de la nourriture et de l'alcool pour attirer ses partisans, la plupart de ces milliers de partisans étaient issus des bandes armées, qui opéraient à la demande de l'armée et d'anciens membres des Tontons Macoutes, la tristement célèbre organisation paramilitaire, du nom d'un croque-mitaine qui vole des enfants dans les contes de fées haïtiens. Lors de rassemblements, les membres du FRAPP ont présenté des salutations de masse, qui semblaient conçues pour évoquer la peur. Au signal de Constant, ses partisans levaient la main gauche au-dessus de leur tête, et claquaient leur poing droit dessus, ou levaient la main droite en l'air, paume vers l'avant, à la mode nazie. Frappez! Frappez! Frappez-nous! 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 Et bien que la littérature du FRAPP parle d'unité, Constant déclare publiquement, si Aristide revenait, il mourrait.
Aristide et ses partisans sont les ennemis de ce pays. Dans ce cadre, Constant a essayé de cultiver une image de seul gentleman, dans une bande de voyous. Lors du lancement officiel du FRAPP, alors que ses hommes l'entouraient de fusils, il lâcha une poignée de colombes. Plutôt que d'enfiler un chapeau mou et des lunettes de soleil, ou un pantalon de camouflage, comme les autres paramilitaires, il apparaissait souvent dans un costume bleu soigné et une cravate. Il portait parfois une canne de bambou dans sa main droite, sur laquelle il s'appuyait en marchant. Il convenait bien au rôle du gentleman. Il avait été élevé au sein de la petite aristocratie haïtienne, avait étudié dans des universités canadiennes, et travaillé brièvement à New York, en tant que diplomate haïtien. Il parlait anglais avec seulement un léger accent, et traduisait pour la presse en espagnol, français et bien sûr en créole. « N'oubliez jamais que je suis de l'establishment », aimait-il à dire. « Je ne suis pas n'importe quel Joe. Je suis Constant. » Pourtant, il y avait quelque chose d'effrayant chez lui. Ses yeux, enfoncés profondément dans sa tête, étaient vitreux et nerveux. Des responsables et des journalistes américains ont déclaré qu'il était branché sur la cocaïne. Et il était connu pour rester éveillé toute la nuit, conduisant sauvagement dans les rues, ses gardes du corps traînant à l'arrière de la voiture, avec leurs mitrailleuses. En public, il apparaissait généralement avec un homme du nom de Jojo, un ancien macoute féroce qui affirmait que sa femme enceinte avait été assassinée par les partisans d'Aristide, et qui était considéré comme un tueur sans pitié. Il n'a peur de rien, dit encore respectueusement Constant de Jojo. Tout au long de l'été et de l'automne 1993, avec Jojo comme partenaire, Constant a lancé une campagne pour mettre en place des bureaux FRAPP dans chaque ville et village. Les membres ont reçu des cartes d'identité spéciales, et apparemment avec l'approbation de l'armée, des mitrailleuses. Comme les anciens macoutes, ils opéraient en partie comme des patrons locaux, en partie des espions, en partie des extorqueurs, en partie des milices et en partie des cadres politiques. Mais à la base, ils étaient une extension de la puissance militaire, un multiplicateur de force brutale, comme l'a dit un rapport du renseignement américain, qui permettrait au régime, le déni qu'un gouvernement prudent recherche toujours, dans l'utilisation du meurtre. La volonté du FRAPP est un ordre. Déclare Toto Constant peu après la prise du port. Quand on demande quelque chose, le pays tout entier doit l'accepter. La barbarie pour méthode. De plus en plus de meutes d'hommes armés ont commencé à errer la nuit, à la recherche des partisans d'Aristide. On croyait qu'ils appartenaient au FRAPP, à la police ou à l'armée, ou à une combinaison des trois. Mais ils prenaient généralement soin de se déguiser avec des cagoules ou des vêtements pour femmes, une marque de fabrique des anciens macoutes. Ils transportaient des démons de pneus, des M16, des Uzi, des pistolets, des machettes, des haches et des poudres vaudou, qui étaient largement considérés comme mortels. Ils ont fait irruption dans les maisons et se sont emparés de leurs ennemis politiques. J'ai réalisé que j'étais parmi des animaux, a déclaré aux observateurs des droits de l'homme, un partisan d'Aristide qui a été fait prisonnier, par l'une de ces meutes armées. Au début, ils ont joué avec moi, en sortant leurs fusils et en disant que j'allais mourir. Ensuite, ils m'ont emmené dans une petite chambre de torture où il y avait un petit lit. Ils ont commencé à me frapper sur les fesses avec leurs matraques, un après l'autre. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. Je me suis évanoui. Quand je suis revenu à moi, j'étais dans une cellule avec un autre homme. Il y avait des rivières de sang sur le sol. Le scénario est toujours sensiblement le même, a rapporté l'ami éternellement dans le purgatoire. Alors que les corps s'entassaient, Constant parlait. Il s'asseyait souvent sur une chaise en rotin dans la cour de la maison, qui avait appartenu à son père, un vaste manoir art déco avec piscine et fontaine, et parlait à la presse. Contrairement à d'autres chefs paramilitaires, qui sont délibérément restés dans l'ombre, Constant avait soif de couverture. Il a laissé les journalistes dormir dans son jardin. Il a coupé les haies pour leur faire plus de place et a distribué des t-shirts au nom du FRAPP. J'ai eu des tête-à-tête avec les plus grands reporters du monde, se souvient-il aujourd'hui. Je les ai tous rencontrés. À un moment donné, j'étais la personne la plus interviewée au monde. J'étais l'une des plus importantes. J'avais des journalistes japonais chez moi. C'était un conqueur dans la deuxième partie de notre série documentaire sur Toto Constant et le FRAPP. Tel père, tel fils. Toto Emmanuel Constant, le fils du général Constant.
Abonnez à l'ouverture média pour ne pas rater la suite.